Ligne droite, vue de haut, Marie Falicon. Bonjour Liselotte, Bonjour Marie. Bonjour à tous les auditeurs. Quand le droit ne protège plus, il faut le changer. C'est ce qu'a affirmé notre nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ces mots suivent une polémique sur l'état de droit en début de semaine. Il confiait à nos confrères du JDD qu'il ne serait ni intangible, ni sacré. Mais mardi, à l'occasion du discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale, Bruno Retailleau a été désavoué par Michel Barnier. Alors toute cette polémique, on en parle avec notre invité. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en droit public, vous êtes avocat, philosophe, enseignant à l'université de Strasbourg. Vous êtes aussi auteur et justement vous avez écrit ces 2 ouvrages sur l'état de droit. L'état de droit à l'épreuve du terrorisme aux éditions de l'Archipel et le totem de l'état de droit aux éditions de l'Artilleur. Alors merci d'être avec nous pour faire ce point utile sur l'état de droit. Justement, je voulais vous demander par recontextualiser, si possible, évidemment, cette notion juridique pour nos auditeurs. Alors, Guilain Benessa, c'est quoi l'état de droit ? Alors, on va essayer de faire très simple, sachant qu'en fait, l'état de droit, c'est un mot sacré, c'est la vache sacrée de nos temps. La vache sacrée, on l'emploie tout le temps, on comprend plus rien. Et je précise tout de suite que les juristes, les spécialistes, les politiques, les observateurs, les commentateurs, les philosophes, tout le monde raconte à peu près n'importe quoi. Parce que c'est pratique, vous savez, d'utiliser des mots fourre-tout, on y met ce qu'on veut et au bout, ça sonne beau à l'oreille. Alors concrètement, c'est quoi l'état de droit ? L'état de droit, chez nous en France, d'accord, je ne parle pas d'autres endroits ou d'autres traditions à travers le monde. Ce qu'on appelle traditionnellement l'état de droit, c'est le fait que l'État, donc là, nous vivons tous dans un État, en l'occurrence l'État français, l'État agit au moyen de règles. Vous savez, quelles qu'elles soient, des décrets, des décisions administratives, une contravention, d'une certaine manière, est une règle qui vous est délivrée, une règle de droit, il vous faut payer la contravention. L'État agit au moyen du droit, et parce que l'État, c'est du droit, le droit, c'est de l'État. Ça veut dire qu'en fait, l'État n'est qu'une gigantesque machine administrative qui édicte des règles. Ces règles sont conformes les unes par rapport aux autres, et au bout, on a donc un État de droit, c'est-à-dire un État qui est juridiquement constitué du sommet jusqu'à la base et de la base jusqu'au sommet. Et je prends un exemple très simple pour qu'on puisse tous comprendre de quoi on parle, et je vous assure que tout est là. En fait, si on a compris ça, on a tout compris. C'est que lorsque l'État vous envoie un avis d'impôt et que vous devez le régler, cet avis d'impôt, il dépend d'une règle qui le fait exister, si je puis dire, vous voyez, notamment une loi de finances, mais pas que la loi de finances elle-même, elle est conforme à la Constitution, qui est la norme fondamentale, et que toute cette espèce de relation de règles qui s'appelle la pyramide des normes fait que quand vous payez votre contravention, au fond, ou vous payez votre avis d'impôt, ou vous réglez une facture, quoi qu'il en soit, en général, la vie juridique en tant que telle, la vie, si vous voulez, notre vie courante est à la fois une vie courante et une vie juridique. Donc, en fait, parce que l'État, c'est du droit, le droit, c'est de l'État, nous payons nos amendes, nous respectons le droit de A à Z. Donc, au bout, c'est ça, un État de droit. Mais vous voyez que quand je dis ça, que payer sa contravention, c'est respecter l'État de droit en quelque sorte, ça n'a strictement rien à voir avec définir des bonnes mesures en matière de sécurité, trouver la politique adéquate en matière d'immigration, être gentil avec les migrants du monde clandestin du monde entier qui déferlent chez nous, ça n'a rien à voir. Et parce qu'on mélange tout ça, on a l'impression que le droit est moral, que le droit est bon, que le droit est orienté, alors qu'au fond, l'état de droit, c'est une notion neutre et c'est tout. Et vous voyez que c'est un étau dans lequel nous sommes pris depuis longtemps, et un étau dont on parle avec Bruno Retailleau aujourd'hui. Oui, on a l'impression qu'il y a à la fois le contenant et le contenu qui est divinisé avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que même si les règles sont mauvaises parfois, on ne peut pas les changer. Justement, Bruno Retailleau, lui, parle de changer les règles. Est-ce que vous estimez, comme lui, que le droit aujourd'hui ne protège plus les Français et pourrait et devrait être changé ? Alors, juste un petit point, en fait, ce qui s'est passé, et vous avez raison de le rappeler, alors, franchement, mon livre, L'état de droit à l'épreuve du terrorisme, on peut s'en passer, un vieux coucou que j'ai connu, mais par contre, ce que j'explique dans le totem de l'état de droit, et d'ailleurs dans le référendum impossible, c'est mes 2 livres, en fait, qui parlent de l'état de droit, ce que j'ai expliqué de A à Z et facilement, pour que les Français comprennent, c'est qu'en fait, à partir des années 60, 60, le monde entier, surtout l'Europe d'ailleurs, a créé une batterie de règles générale de défense des libertés individuelles, notamment le principe de dignité humaine ou d'inviolabilité du corps humain, ce genre de choses. Si vous voulez, des notions protectrices de l'individu
qui petit à petit se sont greffés sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la machine administrative. En gros, on a petit à petit considéré que l'état de droit, ça devenait un ensemble de valeurs, de bonnes valeurs, de principes généraux qui venaient se greffer sur les règles de droit, on va dire, fondamentales ou de base, si je puis dire. Donc on a pris l'habitude de raisonner en termes de bien ou de mal, en termes de morale et d'immoral, en termes d'éthique ou en termes de contraire aux valeurs, ce qui fait qu'au bout d'un moment, et c'est exactement le piège dans lequel est pris Bruno Retailleau, le piège, c'est qu'on ne parle plus de droit, mais on parle de morale. On ne parle plus d'état de droit au sens strict du terme, on parle d'état de droit au sens substantiel, c'est-à-dire ce bon état de droit qui défend un peu tout le monde. Ce qui fait que, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a, en substantialisant l'état de droit, on en a fait, je le disais tout à l'heure, une vache sacrée. Nicolas Sarkozy disait lors de la primaire de la droite en 2016, disait que l'état de droit, c'est pas l'étable de la loi, c'est-à-dire qu'on peut modifier l'état de droit pour en faire autre chose qu'une espèce de socle intangible. Et là-dessus, et c'est un vrai problème qu'on a, mais je vous assure, on est quelques juristes à batailler, et j'essaye de le faire à mon niveau, c'est que considérer que l'état de droit est intangible, considérer qu'on ne peut pas le changer, est une stupidité. Et une stupidité à la fois pratique, parce que ça voudrait dire qu'on a muséifié le droit, comme s'il y avait des règles éternelles de toute éternité qui seront toujours les meilleures. Et en plus, on s'interdit d'agir parce qu'on se retrouve dans un piège dans lequel il faudrait respecter tout ce que l'état de droit contient et on ne pourrait jamais rien changer à la batterie de règles. Je vous donne un exemple très précis. Et il faut que les Français comprennent, que les auditeurs comprennent. C'est que lorsque l'Union européenne parle d'état de droit, l'état de droit au sens de l'Europe n'a rien à voir avec l'état de droit au sens français, italien, russe, israélien, américain, etc. Ça ne veut rien dire de dire qu'il y aurait un état de droit. Il n'y en a pas un, il y en a 10, 15, 12, 72 versions. Est-ce que Israël est un meilleur état de droit que nous? J'en ai aucune idée. Est-ce que nous sommes un meilleur état de droit que l'Allemagne? J'en ai aucune idée. Ce qui veut dire que lorsque Bruno Retailleau nous dit on peut changer l'état de droit, il a complètement raison pour des motifs d'efficacité et il a aussi complètement raison pour des motifs juridiques et philosophiques. Au fond, ce qui empêche de le voir, ce sont des gens soit qui veulent muséifier l'état de droit, soit nous interdire d'agir, soit qui donnent une définition du concept qui est si fausse, mais si répertoriée dans la vie courante, qu'au bout, tout le monde reproduit le même schéma, tout le monde s'interdit de faire quoi que ce soit au nom d'un dogme moral que nous reproduisons, que nous dupliquons dans la vie de tous les jours. Ça arrange la gauche, ça arrange le politiquement correct, ça arrange une grande partie de la droite, ça arrange tous les gens qui veulent ne rien changer pour se conformer à la doxa, tout simplement. Et alors, vous avez parlé justement de la morale pour en sortir justement de cet étau, de cette polémique dans lequel il est pris. Bruno Retailleau peut-il justement, au contraire, aller sur le terrain de la morale, c'est-à-dire parler de cette notion de bien et de mal et montrer qu'elle n'est plus à l'ordre du jour, en tout cas dans les droits actuels? Alors, Bruno Retailleau, j'ai constaté donc il a pris le cheval de front, il a affronté la bête en utilisant le terme d'état de droit. J'ai constaté que le jour d'après, il était déjà en train de faire un pas en arrière en disant c'est pas vraiment ce que je voulais dire, il n'y a pas vraiment d'opposition, je ne voulais pas remettre en cause l'état de droit. Donc il a déjà fait un pas en avant pour mieux reculer. Alors là-dessus, c'est très simple. Le problème, il est que l'état de droit est devenu, je disais tout à l'heure, la vache sacrée ou les tables de la loi. En fait, l'état de droit, vu qu'on ne sait pas ce que c'est, si vous voulez, on le confond avec un peu tout. Je prends un exemple très simple. Laurent Fabius, pas plus tard qu'hier, a dit la chose suivante, qui est là encore une stupidité historique et une stupidité actuelle. Laurent Fabius a dit il n'y a pas de démocratie sans état de droit. Ça veut dire que pour lui, en réalité, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, devrait nécessairement impliquer l'état de droit. Or, si on regarde aujourd'hui les textes, la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, la démocratie, qui se traduisent notamment par le référendum, sont des notions qui ont tout autant valeur constitutionnelle, qui ont tout autant valeur théorique que l'état de droit, et pourtant, l'état de droit empêche constamment la démocratie d'exister. Je prends un exemple très précis. Emmanuel Macron, l'année dernière, vous vous rappelez, avait fait, durant les rencontres de Saint-Denis, quelques annonces sur le référendum. Il avait dit, on va cette fois-ci discuter de la possibilité d'un référendum en France. La droite voulait globalement un référendum sur l'immigration. La gauche, globalement, je caricature un peu, voulait un référendum notamment sur les questions sociétales, comme la fin de vie, ou éventuellement, et c'est devenu une autre question, mais le mariage pour tous. Enfin, pas le mariage pour tous, mais l'inscription, de l'IVG dans la Constitution. Dans la Constitution, pardonnez-moi.
Donc, question sociétale à gauche, question immigration ou sécurité à droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Emmanuel Macron est sorti là et a dit il y aura certainement pas de référendum, ou s'il y en a un, il avait eu cette phrase magique, il avait dit le référendum, quoi qu'il en soit, ne pourra pas aller à l'encontre de l'état de droit. Oui. Personne n'a vraiment décodé ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'en gros, ce qu'il disait précisément, ce cher Emmanuel Macron, il nous disait que oui, pour consulter les Français sur une question, pourquoi pas migratoire, mais lorsqu'il nous dit que le référendum sur l'immigration doit respecter l'état de droit, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que, en réalité, le référendum devait respecter l'avis des juges français, l'avis des juges constitutionnels, l'avis des commissaires européens, l'avis de l'Union européenne, l'avis des juges européens, l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça veut dire ce que nous appelons aujourd'hui usuellement l'état de droit, qui est en réalité l'imposition d'un dogme moral posé par les juges français nationaux, les commissaires européens, et en fait, tous les politiques qui sont rivés, qui ont les yeux fixés sur la bonne parole européenne qui détermine désormais comment dire, la volonté d'agir française. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, lorsque la démocratie, ça veut dire consulter le peuple qui veut, l'état de droit signifie donner aux juges le droit de censurer la parole du peuple. Ça veut dire qu'on a deux versions de notions complètement antagonistes aujourd'hui, qui s'appellent d'un côté la démocratie, de l'autre côté l'état de droit. Et moi, ce que je dis depuis maintenant 3 ans dans tous mes livres, c'est qu'un jour ou l'autre, et je pense que nous y sommes, et que Bruno Retailleau affronte la bête à moitié, on verra s'il poursuit, soit on est démocrate et on est d'accord pour que le peuple s'exprime, notamment par le référendum, soit on défend l'état de droit, mais un jour, il faut l'admettre. Ça veut dire qu'on préfère que les juges décident et on préfère qu'une minorité fasse la politique de la majorité. Il n'y a pas moyen toujours de réconcilier l'inconciliable. C'est soit l'un, soit l'autre, parce que de plus en plus, les deux notions s'éloignent et qu'en fait, les politiques, les juges et l'Europe veulent le contraire de ce que la base, la souveraineté et la démocratie souhaitent. C'est ça, donc, c'est au milieu du guet. Ouais, c'est l'inverse de son projet initial, c'est ça. Donc l'état de droit est censé initialement garantir, vous l'aviez rappelé au début, garantir contre le pouvoir arbitraire, d'une certaine manière répressif. Et finalement, on comprend bien qu'il est instrumentalisé par l'ensemble des juges européens, français. Est-ce qu'on peut restreindre alors le poids justement de ces juges rouges, comme on les appelle? Alors, faut bien comprendre. Je me permets, je veux pas sortir du tout du sujet, mais je pense qu'on est dans le cœur du problème. Pourquoi? Parce que vous savez, pendant très longtemps, les impératifs qui s'imposaient sur la France, que ce soit les questions migratoires, les questions sécuritaires, les questions monétaires, les questions financières venues de l'Europe, longtemps on appelait ça, vous savez, hiérarchie des normes, pyramide des règles, respect du droit. Tout ça, ça parle très peu aux gens. Vous voyez, c'est très éthéré, c'est très lointain. Les juristes comprennent, les autres s'en foutent un peu. Ça paraît très compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 2000-2010, lorsque les pays de l'Est ont commencé à bouger, la Pologne une partie, la Hongrie désormais, l'Italie d'ailleurs bouge un petit peu sur ce genre de sujet aussi, l'Europe s'est servie de l'état de droit qu'elle ne reconnaissait qu'à moitié jusque-là. En gros, l'Europe se foutait de la notion d'état de droit pendant des décennies, mais tout d'un coup, l'a sortie du chapeau. Pourquoi? Parce que vous avez eu des discussions au niveau européen quant à savoir comment imposer sa volonté à des États réfractaires. Vous voyez, pendant longtemps, tout le monde était d'accord, l'Europe c'était merveilleux, les gens étaient heureux, ça allait nous apporter plein emploi, paix, sécurité, prospérité. Bon, enfin on se rend compte qu'il n'y a plus de paix, il y a la guerre, il n'y a plus de sécurité, il y a l'insécurité, il y a de l'immigration massive et la prospérité, lorsqu'on a un mur de dette comme le nôtre, on a bien compris que c'était franchement un mirage digne de Laurence d'Arabie. Mais admettons. Donc pendant longtemps ça a marché. Et ce qu'a fait l'Europe, c'est qu'elle a dit, attendez, on a des pays réfractaires qui commencent à se rendre compte de la supercherie. On a des politiques, pas très nombreux, mais qui commencent à gueuler. Il y a eu le cas aussi français du référendum de 2005 sur la Constitution européenne. On a passé le traité de Lisbonne pour mieux violer les institutions, mais peu importe, ça a commencé à renacler un peu. Et alors l'Europe a fait la chose miraculeuse, c'est que l'Europe, au travers des arrêts rendus par ses juges et de la politique de la Commission européenne, a utilisé l'état de droit pour donner une belle image et construire une jolie notion qui signifie en réalité désormais respect de l'intégralité du droit européen. Je rentre pas dans le détail, mais en gros, vous avez tout d'un coup cette notion qui vient et qui dit qu'un État, et je vous assure que c'est vrai, parce que c'est très simple, on peut vérifier facilement, les arrêts sont légion, les décisions sont légion. Aujourd'hui, un État en Europe qui ne respecte pas l'intégralité des impératifs fondés et justifiés par le droit européen
est un État qui est considéré comme hors la loi par le droit européen parce qu'il est contraire à l'État de droit. Ça veut dire qu'il n'y a pas 8000 modalités. Soit vous avalez tout, soit vous n'avalez rien. Soit vous dites, vous êtes le meilleur des élèves et vous dites que la plus invraisemblable règle créée par l'Europe sur l'obligation du contrôle technique des 2 roues, vous savez, en France, qui est un impératif posé par le droit européen. Ou alors l'interdiction des quotas migratoires par les États. Toutes ces règles font partie de la batterie du droit européen qui s'appelle aujourd'hui l'état de droit. Donc soit vous avalez tout, soit vous n'avalez rien. Donc ça veut dire que concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Bruno Retailleau décide d'aller au front, comme il a l'air de vouloir un peu le faire, ou Bruno Le Maire, pas Bruno Le Maire, pardonnez-moi, Michel Barnier, Bruno Le Maire n'est définitivement plus là, pour l'instant du moins. Si Michel Barnier veut casser la baraque, où il a moins l'air de vouloir le faire, mais Bruno Retailleau, ça veut dire qu'il doit affronter le tout, sinon il n'affronte rien. On ne peut pas être à moitié pour ou à moitié contre, soit on est souverain, soit on est soumis. Et c'est ça qui ennuie, à mon avis, tout le monde, dont les politiques LR, c'est qu'ils ont besoin de vouloir, ils ont envie de naviguer pour dire on peut un peu faire, alors qu'en fait on peut pas un peu faire. Soit on s'autorise, on fait, soit on est interdit et on est devenu les caniches à la fois de Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, et d'Ursula von der Leyen, président de la Commission. Soit on est un caniche, soit on est debout et on est libre. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors justement, quand Bruno Retailleau explique qu'il faut changer les règles quand elles ne protègent plus, est-ce que changer les règles, ça pourrait justement être se soustraire à tous ces traités européens qui nous empêchent dans notre action et dans notre souveraineté? Alors, oui, absolument. Le fait est que très souvent, en fait, je prends un cas de figure extrêmement précis et très récent qui à mon avis, sur lequel Bruno Retailleau doit plancher et ses équipes doivent plancher ardemment. C'est le cas d'école de la loi immigration de Gérald Darmanin, l'année dernière. Dans mon dernier livre sur le référendum impossible, et j'en parle aussi dans Marche sur la tête, mais peu importe, mais dans mes 2 derniers bouquins, j'ai étudié ça comme un peu une analyse, j'ai fait un état un peu de laboratoire, j'ai fait mon laborantin, j'ai pris ce projet de loi parce qu'il représente extrêmement bien tous nos problèmes. La loi immigration, elle est voulue par Gérald Darmanin, qui à l'époque s'estime être le monsieur muscle de Emmanuel Macron. En gros, il disait quoi? Avec moi, ça va changer. On va refondre le droit des étrangers et la question migratoire. Il a lancé le projet de loi et ça a donné, vous vous rappelez, les tractations entre la Macronie et LR pour trouver une issue. Finalement, la loi immigration est passée un peu par la bande et le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi immigration. Et en gros, le Conseil constitutionnel, il a retoqué 1/3 de la loi immigration. Toutes les questions qui fâchaient ont été retoquées. Donc en fait, le Conseil, il a fait quoi? Le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire Laurent Fabius, faut être clair, il n'est pas seul, mais il est représentatif de l'idéologie du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a dit, je retoque une grande partie de la loi immigration. Il n'a même pas eu besoin, le Conseil constitutionnel, de justifier, sa censure en appelant au droit européen. Parce qu'il avait si bien somatisé l'Europe qu'il est devenu le premier relais de l'Europe au niveau du droit français. Ça veut dire qu'il c'est le premier tamis. Il dit, mais attendez, sur la question des migrations, sur la question des quotas, sur la question de la fermeture des frontières, sur toutes ces questions-là, en gros, le juge constitutionnel, il dit, circuler, il n'y a rien à voir, vous ne pouvez pas, parce que toutes ces notions sont soi-disant contraires à des valeurs françaises qui ont été fondées par les juges à partir du droit français. Mais en fait, un droit français qui est sous obéissance européenne depuis si longtemps qu'on a oublié qu'on s'était laissé pervertir. Et c'est pas mieux du côté du Conseil d'État qui est le juge administratif, c'est pas mieux du côté de la Cour de cassation de droit privé. Peu importe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si Bruno Retailleau veut mettre en place ou faire rédiger un projet de loi musclé sur la question de l'immigration ou même sur la question de la sécurité, ça veut dire qu'il devra louvoyer avec la potentielle censure du Conseil constitutionnel, déjà en interne louvoyer avec l'avis du Conseil d'État. Vous savez, le Conseil d'État, il planche sur les projets de loi rédigés par le gouvernement. En gros, ça veut dire que les juges, ils ont déjà le stylo en main pour raturer en interne les projets qui sont rédigés par le gouvernement. Ça veut dire que le Conseil d'État va dire à Retailleau, en gros, t'es un sale fasciste. Faut être clair, je veux dire, il y a certains des juges du Conseil d'État qui vont pas se priver pour dire t'es un sale fasciste, ton projet de loi il est beaucoup trop dur, etc., etc.
Le Conseil constitutionnel derrière va expliquer que t'es un sale fasciste aussi parce qu'il faut respecter le droit européen. Et de toute façon, si jamais on arrive à passer les fourches codines des deux organes français, on aura l'Europe qui va vous dire vous êtes des sales fascistes parce qu'on a le cour de justice, la Cour de justice de l'Union et la Cour européenne des droits de l'homme. Ça veut dire quoi concrètement? Maintenant, soyons clairs. Ça veut dire que si vous faites demain un référendum sur l'immigration, si vous êtes un gaulliste, un vrai, pas un gaulliste Canada Dry, pas un gaulliste Coca-Cola, Coca-Cola Light d'ailleurs, pas un gaulliste, vous savez, les bières, je ne sais plus quelle est la bière Tourtel, je crois, vous savez, la bière oui, sans alcool. Sans alcool. Voilà, donc soyons 2 minutes sérieux. Si vous êtes un homme politique à l'ancienne, ce sera compliqué. Il y a pas si longtemps, on avait Philippe Séguin, il y a pas si longtemps, on avait Charles Pasqua, il y a encore un peu plus longtemps, on avait des gens comme le général de Gaulle, et même des gaullistes de gauche, je veux dire, il y en avait pléthore. Si aujourd'hui on se retrouve avec un Bruno Retailleau ou un Michel Barnier, j'ai quelques doutes, mais admettons. Vous organisez, vous extorquez d'Emmanuel Macron de faire un référendum sur l'immigration. Sur ce référendum, vous posez quelques questions simples qui sont a priori contraires au droit européen. Mais vous en foutez. Vous faites un référendum sur l'immigration. Et vous dites, j'agis comme le général de Gaulle, je considère que le référendum, la voix des Français, prime sur l'avis des juges en général. Ça veut dire que oui, vous allez dans une confrontation directe avec les juges. Mais en même temps, vous avez le vent dans le dos de la consultation populaire qui vous donne raison. Ça veut dire qu'avec ça, on peut commencer à dialoguer et à discuter. Mais il faut admettre une chose, si vous êtes un homme politique, si vous devenez président de la République et que vous le faites, vous êtes immédiatement en désaccord avec 70 ans de politique française qui ont expliqué et qui ont sanctionné, qui ont somatisé la soumission. Donc soit vous dites, j'en ai rien à cirer, je redeviens, on va dire, un politique à l'ancienne et je fais comme le général de Gaulle dans les années 60, soit vous admettez que vous êtes un Mitterrando, Chiraco, Sarkozysto, Hollando, Macronien. Tous les autres, oui. Et dans ce cas-là, vous acceptez que vous ne pouvez rien faire, que vous faites des projets de loi qui vont être retoqués et vous allez à la marge pouvoir vaguement pour 2% changer quoi que ce soit. À mon avis, c'est pas demain la veille qu'on aura quelqu'un qui osera faire ce genre de choses. Mais donc, ce que vous dites, c'est intéressant, c'est que finalement, un référendum sur l'immigration, alors en l'occurrence, Bruno Retailleau, je vais juste le citer sur ça, pour nos auditeurs, il a effectivement dit qu'il était 1000 fois pour un référendum sur l'immigration, car c'est l'un des phénomènes qui a le plus bouleversé notre société sans que jamais les Français n'aient eu à se prononcer sur ce sujet. Finalement, c'est vraiment qu'une histoire de courage et de volonté politique. Encore une fois, soyons concrets. Demain, vous faites un référendum sur l'immigration. Évidemment, le Conseil constitutionnel, les juges vont expliquer que vous n'avez pas le droit de le faire parce que de plus en plus, j'ai pas le temps de l'expliquer aujourd'hui, mais de plus en plus, les juges font ce qu'il faut, on va dire, les juges constitutionnels, pour tenter d'interdire les questions qui fâchent. Donc, vous aurez évidemment une levée de bouclier. Mais, et ça, j'essaye de l'expliquer depuis maintenant, depuis un an avec mon bouquin sur le référendum, c'est que dans les années 60, De Gaulle a posé une question qui aujourd'hui serait interdite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les juges diraient il n'avait pas le droit de poser la question qu'il a posée aux Français en 1962 sur l'élection du président au suffrage universel direct, et même la question qu'il a posée aux Français en 69 sur l'organisation des régions, la réforme du Sénat, seraient également des questions qui aujourd'hui seraient interdites par les juges. Ça veut dire que ce que nous considérions à l'époque déjà problématique, il l'a fait parce qu'il s'en foutait de l'avis des juges. Aujourd'hui, nous avons pris l'habitude de somatiser les interdits et d'attendre la réponse des juges avant de poser la question. Mais si un président de la République, vous savez ce que François Hollande disait, un président ne devrait pas dire ça. Un président ne devrait pas faire ça, mais il devrait justement s'autoriser à le faire, c'est-à-dire à organiser un référendum qui soit contraire à l'avis des juges, de l'Europe et de la bien-pensance, en disant « je me fous de l'avis de tout ça », parce qu'à l'époque, dans les années 60, on considérait, et je prends l'expression même du Conseil constitutionnel de l'époque, disait que l'expression de la souveraineté en direct compte plus que l'expression des juges. Ça veut dire que les juges eux-mêmes admettaient à l'époque que l'avis du peuple ne pouvait souffrir le contrôle des juges. Aujourd'hui, ça nous semble fasciste. À l'époque, ça s'appelait la démocratie française. Alors justement, sur
toute une question de démocratie qui cette semaine a eu un écho aussi à l'Assemblée nationale. Le sujet de la proportionnelle justement qui serait possiblement, enfin en tout cas c'est en réflexion pour être changé ce mode de scrutin par la proportionnelle pour respecter justement la volonté des Français et surtout la démocratie. Est-ce que vous pensez que justement pour sortir de la crise institutionnelle dans laquelle nous sommes plongés, réformer en l'occurrence notre droit par ce mode de scrutin proportionnel, c'est une solution viable? Alors je vais peut-être vous décevoir, et c'est pas un pied de nez. Pour moi, la proportionnelle, je sais les débats sur la représentativité. Je vois très bien. Je sais que ça en excite beaucoup, mais j'ai deux problèmes. Première chose, faut pas l'oublier, la proportionnelle, c'est la marotte d'un des soi-disant démocrates les plus éloignés de la préoccupation des Français, qui s'appelle François Bayrou. Le centre a toujours été passionné par la proportionnelle. En fait, les petits partis accessoires ont toujours été favorables à une grande réforme proportionnelle pour exister. J'ai assez peu confiance dans la perspective démocratique des partis qui sont, par principe, des partis élitistes. Jérôme Sainte-Marie dirait des partis élitaires qui ont tout sauf envie de donner la parole au peuple. Je veux dire que François Bayrou et ses sbires en général du centre soient très favorables au grand référendum que la vie politique française, à mon avis, appellerait. Mais admettons. Moi, je pense surtout que la proportionnelle et la réforme institutionnelle dont on parle en disant ça va débloquer les choses, ça va permettre de revitaliser la démocratie française. À mon avis, le vrai déblocage aujourd'hui qu'il faudrait imposer, et là, je sais très bien que je vais prêcher dans le désert, c'est la démission d'Emmanuel Macron. Je m'explique très simplement. Tant qu'un homme illégitime reste au pouvoir, nous sommes en train de violer les institutions françaises. Parce que la maxime fondamentale de nos institutions, c'est pas de pouvoir sans responsabilité, pas de responsabilité sans pouvoir. Ça veut dire que l'homme qui décide doit être légitime. Si vous cassez cette relation, si vous détruisez la légitimité, si vous fondez un pouvoir illégitime qui se reproduit jour après jour et qui devient petit à petit irresponsable, toutes les autres notions qui en découlent, toutes les réformes institutionnelles ne seront que du sable parce que le reste ne tient plus debout. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'on s'est habitué à vivre cul par-dessus tête. On s'est habitué à vivre avec la tête à l'envers. Il faut d'abord remettre la tête à l'endroit et remettre la démocratie sur sa fonction première qui s'appelle la légitimité. Une fois que le pouvoir sera de nouveau légitime, la démocratie pourra repartir et nous pourrons après envisager toutes les réformes que nous voulons, qui pour moi, c'est nos réformes accessoires. Le problème, c'est que nous vivons dans un État illégitime et dans un État de moins en moins démocratique où, je vous rappelle, 11 millions de gens ont voté pour pour le Rassemblement national, 8 millions de gens ont voté pour le nouveau Front populaire. Je ne sais pas quelques centaines de milliers, admettons 3 millions ou 2 millions de Français ont voté pour les Républicains aux élections législatives. Et nous avons au bout un gouvernement dirigé par Michel Barnier, Bruno Retailleau, tous les autres, et les macronistes de 2017 encore là. J'appelle ça tout sauf de la représentativité et tout sauf de la légitimité. D'abord, rappelons ce que c'est la légitimité, rappelons l'ADN même de nos institutions, rappelons que théoriquement, un président battu doit partir, il ne doit pas trouver d'excuses, il doit partir immédiatement. Si ce code génétique-là n'est pas respecté, si la corruption essentielle est déjà là, pour moi, tout le reste va en découler. Pas la peine de discuter, vous savez, du sexe des anges, qui s'appelle aujourd'hui la proportionnelle. Alors derrière la légitimité d'Emmanuel Macron, est-ce qu'on peut aller plus loin et parler carrément de la légitimité de l'État français en l'occurrence? Est-ce qu'en mettant ce sujet de l'État de droit sur la table, Bruno Retailleau n'a-t-il pas mis aussi sur la table la remise en cause de notre contrat social qui n'est plus respecté, vous voyez, en termes de protection du citoyen? Ah mais vous savez, ça râle de toutes parts pour de très justes raisons, en tout cas par certains aspects. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons un mur de la dette qui vient et il y a une vraie question qui se pose, c'est la question du consentement à l'impôt. Pas mal de gens se demandent si les Français seront ou non capables de payer ou seront, accepteront de payer davantage d'impôts s'il y a une hausse d'impôts massive les prochains temps. Alors on parle plutôt d'une hausse d'impôts des riches, mais admettons que ça généralise. Pour moi, aujourd'hui, la question fondamentale du contrat social est posée parce que le contrat social ne doit pas s'ouvrir de deux questions. Cette fameuse question du consentement. Vous savez, on parle beaucoup du consentement dans les affaires MeToo, on parle beaucoup moins de consentement dans les affaires du contrat social. Il faut rappeler que la magie du contrat social, c'est de faire que chacun contracte avec tout le monde parce que nous faisons partie d'un ensemble commun qui s'appelle la France. En gros, nous sommes réputés avoir consenti à vivre ensemble. Aujourd'hui, les gens qui se font égorger,
les gens qui voient l'affaire Philippines, les gens qui constatent la mort de Thomas, les gens qui regardent que l'insécurité galope se disent « je n'ai jamais contracté avec tous ces gens pour avoir le droit de mourir demain ». Ça veut dire que le contrat social est vérolé, première chose. Deuxième chose, ça veut dire que ce soit la question des impôts, la question sécuritaire, la question migratoire et tout le reste, les gens se disent « pourquoi aurais-je contracté pour me retrouver avec des gens qui ne me représentent pas ?» Ça veut dire qu'il y a un déficit de représentativité. Chloé Morin en parle souvent, Henri Guénaud en parle souvent, d'autres en parlent souvent. Il y a un fossé de plus en plus criant dans lequel se loge ce que nous appelons aujourd'hui le populisme. Le populisme est une notion tout à fait louable, si on fait un peu d'histoire, aujourd'hui servant d'insulte pour critiquer ceux qui sont du côté du peuple. Or, et c'est le vrai problème, les gens ont le sentiment de ne pas avoir consenti pour avoir le gouvernement qu'ils ont aujourd'hui. Et je vous ai dit à l'instant, il est vrai que quand on prend le résultat des législatives, je peux comprendre que le votant, l'électeur moyen se dise « Non mais attendez, je suis allé aux urnes, j'ai mis ce bulletin, j'ai constaté le raz-de-marée et au bout, je me retrouve avec les mêmes qu'en 2017, à peu de choses près. » Et dans tous les coins, ça renacle parce que tous les gens se rendent compte, à tous les jours un peu plus, qu'il y a un hiatus énorme entre la volonté exprimée par les Français, qu'elle soit dans les urnes, qu'elle soit dans l'absence de référendum, on ne consulte plus personne. Donc le consentement ou l'acte de volonté exprimé dans les urnes est complètement contradictoire avec la politique conduite. Donc au bout, il y a une sécession généralisée, il y a une espèce de défiance galopante et les gens se disent sur tous les sujets, finalement, je finis par me défendre moi-même. C'est ce qu'on voit des fois, vous savez, les milices d'autodéfense, et les gens se disent finalement, pourquoi payer l'impôt et pourquoi consentir, alors que tout ça se passe si loin de ma vie à moi, je ne me reconnais plus dans les gens supposés être mes mandants. C'est très clair. Écoutez, merci Guilain Benessa pour ces explications. C'était important de refaire le point sur cet état de droit, sur le contrat social. Je rappelle évidemment que vous êtes docteur en droit public, avocat. Vous avez écrit notamment Le totem de l'état de droit, Le référendum impossible et On marche sur la tête dernièrement. J'invite nos auditeurs à creuser le sujet davantage en se procurant ces ouvrages. Merci encore Guilain Benessa et puis à très bientôt.